Bienvenue à tous dans cette vidéo FAQ 25 000 abonnés, même s'il me semble que là on a atteint les 26 000, c'était assez rapide. Alors j'ai essayé de regrouper le plus de questions possible, il y en a certaines que j'ai dû exclure, soit parce que je n'avais rien à dire dessus, soit parce que je trouvais que je pouvais tout simplement pas répondre, parce qu'il y a quand même des limites à ce qu'on peut dire sur YouTube par rapport à sa personne. Mais voilà, j'ai vraiment essayé de ratisser large, mais s'il y a des questions que tu te poses et t'aimerais bien que j'y réponde, n'hésite surtout pas à me poser ces questions en commentaire. Je me ferai une joie d'y répondre. S'il y en a trop, je vais même le faire en vidéo dans une deuxième FAQ de FAQ. Ouais, ça prend des proportions bizarres ce qui se passe sur YouTube. Donc ouais, on va aller dans le vif du sujet avec cette première question. Quel est ton rapport à la discipline en elle-même? Tu arrives facilement à te plonger dans un livre révision chiant alors qu'on est entouré de divertissement. C'est marrant, enfin non, pas marrant dans le sens drôle, mais c'est marrant parce que ça coïncide avec la période que je traverse en ce moment, c'est-à-dire que j'ai désinstallé TikTok, j'ai désinstallé Netflix, j'ai arrêté de faire plein de trucs, j'ai arrêté de traîner sur Instagram. Maintenant, quand je vais sur Instagram, c'est, je sais pas, quand je suis dans les chiottes ou alors que j'attends quelqu'un. Non, c'est vraiment, j'essaie de limiter le plus possible mon utilisation des réseaux sociaux, justement, parce que ça m'a causé de gros problèmes au niveau de la discipline, hein. J'arrivais pas à... Enfin, c'est vraiment un truc pervers, hein. Je vous conseille d'ailleurs sérieusement d'arrêter TikTok et Netflix et tout ce qui pourrait causer une surstimulation de ton cerveau, parce que ça dézingue complètement ta concentration, ce qui fait que tu ne peux plus lire. Là maintenant, ça fait des semaines, ça doit faire peut-être 2 mois que je me suis remis sérieusement à lire, et ça a pris du temps, hein. Je pense que ça m'a pris plus d'une semaine à vraiment pouvoir ouvrir un livre, me concentrer sur le bouquin, sur rien d'autre, essayer de lire sans que mon attention parte autre part, sans que je sois tenté d'aller regarder ce qui se passe sur mon tel, sur les réseaux sociaux, voire même sur YouTube. J'ai vraiment eu du mal à programmer ces moments où vraiment je me pose moi tout seul avec ce bouquin. Pour moi, ça fait partie de la discipline. Et honnêtement, je pense que si tu passes des heures par jour sur TikTok, au bout d'un moment, tu pourras tout simplement plus lire de bouquins sans concentration extrême. Donc moi, c'est vraiment la phase que je traverse en ce moment. Là, ça va, j'arrive à lire sans aucun problème, parce que j'ai toujours lu, hein, quand j'étais gosse, donc ça va, c'est juste une habitude que j'ai dû reprendre, mais plus le temps passe, plus je me dis qu'il y a vraiment des gens qui auront de grosses difficultés à lire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui optent pour des liseuses, hein. Une liseuse, c'est très pratique, c'est un peu comme une tablette, mais t'as pas Internet, à part les nouvelles récentes qui... C'est juste des tablettes en moins bien. Une liseuse, t'as beaucoup moins de distractions. Je sais pas si elle est dans les parages d'ailleurs. Bon, en tout cas, j'ai pas envie de faire la pub, mais la liseuse, c'est vraiment très très pratique parce que c'est comme une tablette. Ça a les avantages d'une tablette, c'est portatif, tu peux mettre des milliers de bouquins dedans. Et pourtant, bah, comme t'as pas Internet, t'as pas les applis, t'as pas tout ça, t'as pas les notifications qui apparaissent, tu peux te concentrer entièrement dessus. La liseuse m'a beaucoup aidé. Donc voilà, je pense que c'était le sens de ta question. Tu arrives facilement à te plonger dans un livre révision chiante alors qu'on est entouré de divertissement. Alors pour les révisions, honnêtement, pour les révisions, je me contente vraiment au strict minimum, hein. Du coup, non, j'ai jamais vraiment eu besoin de travailler de manière acharnée pendant des jours et des jours et des... Enfin, ouais, des jours et... Enfin, on va dire des heures d'affilée, puisque je ne suis pas en prépa. Heureusement pour moi, je ne pense pas que j'aurais pu tenir, puisque honnêtement, de vous à moi, je n'aime pas les cours. Je n'aime... C'est des moments... C'est vraiment de mauvais moments que je passe. C'est pour ça que je vous l'avais dit dans la vidéo sur Sciences Po. J'essaie activement de m'intéresser aux cours. Sinon, je n'aime pas. Je n'aime pas rester assis et apprendre des trucs venant de quelqu'un d'autre. Ça mène à des réflexions, d'autres réflexions sur l'école. Est-ce que l'école a besoin de changer? Bref, c'est vraiment sujet d'une des prochaines vidéos qui sont prévues que je vais tourner. Mais voilà, je n'aime pas les cours. C'est vraiment pas des bons moments que je passe, à part si je m'intéresse sérieusement à la matière. Donc, heureusement pour moi, j'ai pas à trop réviser, j'ai pas à m'impliquer à 300% en cours. Voilà. Mais c'est une question de discipline en fait. Au niveau de la discipline, en fait, si tu te disciplines pas toi-même, et ça vient avec les habitudes, si tu ne le fais pas, tu perds la capacité de lire, d'être productif, de faire des vrais trucs. Parce que oui, je suis un gros réac là-dessus, j'aime pas les réseaux sociaux, je considère que c'est de la perte de temps. Et qu'on se l'admette tous, hein, en vrai, on est tous conscients du fait que les réseaux sociaux, c'est une grosse perte de temps. Je pense qu'on est tous là culpabilisés après avoir passé des heures sans s'en rendre compte sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que moi, j'ai choisi d'arrêter. Voilà. Si la vidéo continue à friser comme ça à chaque fois que j'active les questions, on va pas s'en sortir. Que penses-tu du modèle de monarchie... Du modèle
du modèle de monarchie parlementaire. Je pense que ton clavier a fait un petit peu n'importe quoi. Donc le modèle de monarchie parlementaire, donc je pense que ça peut être un bon modèle puisque ça lie à la fois la tradition, ce qui me tient beaucoup à cœur, et le fait d'accorder sa voix au peuple, le fait d'avoir une représentation. Je pense que ça peut être un très bon modèle. Le problème, c'est que bah en fait, tu prends certaines monarchies. Je prends par exemple la Norvège, le Danemark aussi, c'est une monarchie. Vous pouvez me le confirmer s'il vous plaît. Je suis vraiment pas très intéressé par les monarchies européennes. C'est pas un sujet que je maîtrise. Donc, il y a surtout la monarchie britannique, c'est l'exemple qu'on connaît le mieux parce que la monarchie britannique est très influente, très puissante historiquement et matériellement parlant, sauf que en réalité, dans les faits, elle n'a aucun pouvoir. La couronne britannique n'a aucun pouvoir. Il y a plein de pays comme ça, même la Belgique, en fait, t'as des monarchies comme ça qui, en réalité, sont des monarchies cérémoniales. Ce n'est même pas des monarchies parlementaires. Parmi les exemples de monarchies parlementaires, alors bien sûr, il y a le Maroc, il y a, je pense, l'Arabie Saoudite et la Jordanie. Dites-moi si je me trompe encore une fois, vraiment, je suis pas du genre à aller m'intéresser aux monarchies. Je sais que c'est la passion de certains, mais pas moi, même si j'attache beaucoup d'importance à la tradition. Mais non, je suis vraiment pas intéressé par les monarchies, donc je saurais pas vous dire. Mais le problème avec une monarchie parlementaire moderne, où le roi ne gouverne pas, c'est qu'en fait, bah, le roi ne gouverne pas, et à part le fait de représenter quelque chose, c'est-à-dire de représenter une continuité, par exemple, dans le cas des Anglais, c'est le fait de représenter la coutume, bah, à part ça, quand il n'y a pas de grande utilité, j'ai un peu de mal, hein. Je pense que le roi devrait avoir un minimum dans une monarchie, en tout cas, le roi devrait pouvoir gouverner, en tout cas, fixer des grandes lignes directrices. Je sais qu'au Royaume-Uni, petite parenthèse, je sais qu'au Royaume-Uni, je pense que c'est tous les mardis. Je suis vraiment une bille dans tout ce qui concerne les monarchies, mais je pense que c'est tous les mardis. Le Premier ministre se retrouve avec le roi et ils échangent, et c'est des échanges qui sont secrets, et on pense que c'est durant ces moments-là que le roi donne des conseils au Premier ministre pour lui permettre de ne pas faire n'importe quoi, de le recadrer si jamais. Je sais que la reine Elisabeth II, elle avait pu gérer des crises et même des tentatives de coup d'État. Donc ça peut avoir une réelle importance politique, mais si ça se cantonne au moment de crise, je n'en vois pas l'utilité. Pour moi, le roi devrait un peu gouverner, et je veux pas être le partisan d'une idéologie par rapport à une autre, mais je n'aime pas ceux qui disent que un roi au pouvoir, c'est la dictature. C'est faux, puisque un roi, au contraire, devrait écouter le plus possible son peuple pour un peu comme on va dire un mix entre une monarchie et un Napoléon, voire même Napoléon III, voire même De Gaulle, hein, parce que je considère que De Gaulle était beaucoup plus un monarque qu'un président. Le roi devrait écouter son peuple, sinon, bah, surtout en France, on sait très bien ce qui se passe aux rois envers lesquels le peuple n'est pas content. En général, ils font pas long feu. Donc, au contraire, le roi devrait pouvoir. C'est pour ça que je pense que le roi devrait gouverner dans des monarchies, parce que le roi a cet intérêt à rester là toute sa vie, puisqu'il incarne la continuité, il incarne la monarchie. Il devrait pouvoir, il devrait tout faire pour rester au pouvoir. Une des manières de rester au pouvoir, puisque le peuple peut se retourner contre toi, eh bien, c'est de satisfaire le peuple. Donc, voilà. Mais à part ça, les monarchies parlementaires, donc. Je pense pas qu'une monarchie absolue aujourd'hui, puisqu'on distingue toujours, c'est un peu la dualité monarchiste entre monarchie parlementaire et monarchie absolue de droit divin, même si je pense que le droit divin peut parfaitement se coordonner avec une monarchie parlementaire où les députés et les sénateurs sont élus, les représentants de la nation sont élus. Je pense que les deux concepts ne sont pas hermétiques. Mais voilà, une monarchie absolue, c'est impossible aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, en tout cas en Occident, c'est quasiment impossible. Non pas que je pense que l'Occident tend naturellement vers la liberté et la démocratie, non, je pense que c'est faux, je vais y revenir plus tard dans une autre question qui n'a rien à voir. Mais voilà, je pense que c'est quasiment infaisable, puisque de facto, le roi serait potentiellement mené à agir comme un dictateur, et ça, ce n'est pas souhaitable, et ça ne permettra pas d'incarner la continuité, même si, encore une fois, la présence d'un roi n'est pas forcément synonyme avec la dictature. Non, je pense qu'il faut quand même un parlement. Donc, on passe à la question suivante. Encore de l'espoir pour le pays, on laisse tout brûler et on essaie de reconstruire après. Entre guillemets, les fondations sont plus bonnes Kevin Mariana. Je suis désolé si c'est une rêve, je ne l'ai pas. Alors, de l'espoir pour le pays, on laisse tout brûler, on essaie de reconstruire après. Faut quand même pas avoir une vision. Enfin, j'aime pas avoir une vision trop pessimiste de la chose, hein, parce que en vrai, je ne crois pas à un scénario d'embrasement généralisé de la France. Mais il faut vraiment que. Alors, si vraiment les politiciens se comportent n'importe comment, oui, ça risque d'arriver. Cela dit, je sais pas, j'ai l'impression que les Français
vont pas aller volontairement causer un embrasement général. Peut-être que ça peut arriver, hein. On a vu le film Athéna, c'était le film Athéna. Est-ce que vous l'avez regardé? Dites-moi en commentaire si vous l'avez regardé. Il est incroyable ce film. Parce que c'était un film qui était censé... Ouais, j'ai une espèce d'élastique bizarre là dans la main, j'ai trouvé sur mon bureau. Athéna, c'était un film qui était censé raconter de manière romantique en suivant la trame archétypale d'une tragédie grecque. Il était censé apporter un regard bienveillant, contemporain sur les cités. Au final, ça devient complètement un film de droite. Parce que tu regardes Athéna, à la fin, t'es tenté de voter pour Marine Le Pen ou Zemmour. Je déconne pas. Tu regardes ce film, c'est bon. Tu te dis, on a alors, le message du film, parce que je vous spoil le film, parce que le film est pourri. N'allez pas le regarder, c'est une perte de temps. Même s'il est très beau visuellement, mais c'est pourri. Les jeux d'acteurs sont atroces, le scénario est nul. Enfin, c'est vraiment un film pourri. Il y a rien pour le rattraper à part le visuel. Donc du coup, j'ai aucune vergogne à vous le spoiler. Il y a des timecodes dans la description si vous voulez passer ce passage-là où je parle de ça. Donc Athéna, c'est un film où il y a un gosse qui est tué par des flics, qui au final, ça se révèle que c'est même pas des flics, c'est des mecs des mecs d'extrême droite. À la fin, on comprend que c'est des identitaires qui, en fait, se font passer pour des flics. Ils butent un gosse de vraiment très jeune, il doit avoir peut-être 6 ou 9 ans, dans une cité, ce qui fait que ça cause des émeutes. Et t'as limite une situation de siège dans une cité qui s'appelle Athéna. Et Athéna, bien sûr, tragédie grecque, tout ça, bref, c'est nul à chier. On dirait le mec, il a eu 20 minutes de cours au lycée sur la tragédie pour préparer le bac français. Il s'est dit, ouais, je vais en faire un film. Ce film, à la fin, en gros, l'embrasement dans la cité d'Athéna se propage à toutes les cités de France et c'est la guerre civile. C'est littéralement le dernier message qu'on voit aux infos dans le film. La France en guerre civile ou un truc comme ça, c'est assez marrant parce que du coup, le message de ce film, c'est en France, il y a plein de viviers, de gars super violents qui sont prêts à faire cramer le pays s'il se passe un truc comme ça. Donc au final, tu votes, tu votes Le Pen ou Zemmour parce que tu te dis, ouais, c'est pas possible, faut quand même faire un truc contre ces gars-là. C'est n'importe quoi ce film. C'est pour ça que il a fait rager la gauche, hein. C'était assez incroyable. Donc, je sais pas, honnêtement, je ne crois pas à ce genre de scénario. Je ne pense pas que en ce moment, on soit en train de faire cramer le pays. D'ailleurs, c'est un peu comme le message qui se plaint du fait que les gosses ne respectent pas les adultes. On a toujours eu ce genre de discours. Il y a toujours eu ce genre de discours selon lesquels on essaie de faire cramer le pays pour tout reconstruire. En tout cas, j'espère que ça n'arrivera pas parce que les cas typiques où un pays s'embrase pour ensuite renaître de ses cendres, c'est le plus souvent après des guerres civiles, après des coups d'État, des dictatures, ça se finit toujours mal. Après des révolutions, pardon, ça se finit toujours mal. Je ne souhaite pas qu'il y ait une révolution en France parce que je suis un empiriste. Hein, empiriquement, les révolutions finissent. Le fait qu'une révolution finisse mal, c'est plus la règle que l'exception. L'exception, c'est quand ça finit bien. Une vraie révolution. Je parle d'un vrai changement de paradigme au niveau politique, voire même métapolitique, comme on a vu dans la révolution russe ou la révolution française. Ça se finit mal, en général. Donc on va passer à la question suivante. Alors, ton avis sur la technocratie. Donc la technocratie, pour ceux qui ne savent pas, c'est le gouvernement des experts. C'est déjà le cas un peu partout, puisque on a une extension historique de l'État en Occident. Je vais enlever ça vite fait. On a une extension de l'État en Occident, ce qui fait qu'on est obligé d'en appeler de plus en plus à des experts qui prennent les décisions. Aujourd'hui, quand on parle de technocratie, ça fait un peu grincer les dents, c'est un peu tabou en France parce qu'on parle de l'administration. Et quand on parle de l'administration de manière politique, forcément on parle de l'État profond. Cette idée qu'il existe un État qui entre en confrontation avec l'État le vrai État, c'est-à-dire plutôt le gouvernement le président de la République et le Parlement. En gros, tu as les politiciens d'un côté et les administrateurs de l'autre, c'est les énarques. En gros, c'est les gens qui sortent de l'ENA et qui sont experts dans un domaine et qui vont prendre des décisions en ignorant ou alors en entrant en confrontation avec le politique. Si vous voulez un exemple, il faut voir les élections. Alors, il y a les élections municipales et les élections régionales. En général, ce qui se passe à chaque fois qu'on a une élection comme ça, c'est toujours le même schéma. On a une liste qui gagne, puisque ça marche comme ça marche par liste, à part dans certaines exceptions au niveau communal, mais ça marche par liste, c'est-à-dire que tu as l'Assemblée
donc le conseil municipal ou alors le conseil régional qui est remplacé par tout un tas de nouveaux politiciens qui sont soit en milieu de carrière, qui veulent rester dans le local, ou alors qui sont en début de carrière, qui entrent avec plein d'ambition, et au final, ils se rendent compte que c'est pas si facile que ça de faire d'opérer du changement, puisqu'il y a l'administration, il y a l'État profond qui est là, qui ne va certainement pas accepter que des jeunes, des arrivistes viennent changer les choses. Et bien au niveau national, c'est la même chose, et ça c'est quelque chose qui est assez étudié. Je pense que ça fait consensus parmi dans les travaux des chercheurs, c'est-à-dire que les politiciens changent, mais l'administration reste. Si vous voulez un exemple, 1946 à 1958, il y avait une instabilité de fou en France. Il y avait des gouvernements qui duraient genre 2-3 jours, mais à côté de ça, une des raisons pour lesquelles l'État s'est beaucoup développé, notamment l'État-providence et tout ce qui était relatif à l'urbanisme, à l'aménagement du territoire, tout ça, une des raisons pour lesquelles il y a une telle continuité de 46 à 58, c'est parce qu'il y avait l'administration qui était là, qui ne changeait pas. T'avais des mecs qui étaient dans des mêmes postes, des postes très importants, qui étaient liés à la politique, qui restaient là pendant 8-10 ans. Donc voilà, il y a quand même ça. Donc, sauf que la technocratie, c'est quand, pour répondre à ta question, c'est quand ce sont les experts eux-mêmes directement qui gouvernent. En France, on est dans une semi-technocratie, sauf qu'avec l'Union Européenne, il fallait qu'on y vienne au bout d'un moment à cette sacrée Union Européenne. Vous me connaissez, je suis très anti-Union Européenne. Euh, L'Union Européenne, par contre, c'est réellement une technocratie. Je ne souhaite pas que ça continue, que l'Union Européenne se développe plus que ça. De toute façon, je pense que c'est mort, hein. Même les plus européistes au gouvernement, ils voudraient pas un approfondissement de l'Europe parce que, qu'on soit clair, ils ne voudraient pas perdre encore plus de pouvoir. Donc, pour l'Union Européenne, oui, c'est complètement néfaste parce que l'Union Européenne elle-même le dit, c'est-à-dire qu'elle dit qu'il n'y a pas de démocratie, on ne peut pas voter de manière démocratique contre les traités européens. Donc, la voix du peuple, tu te la fous dans le cul. En France, si on avait une technocratie, bon, ça ne passerait jamais, puisque les gens aiment voter, surtout en France, les gens sont très politisés, ils ne vont jamais accepter de se faire gouverner exclusivement par des technocrates, donc des experts qui agissent au nom de la vérité scientifique. Voilà. En plus, vous me connaissez, vous savez que pour moi, il n'y a pas que déjà le concept de vérité scientifique, je l'ai déjà expliqué plein de fois, mais le concept de vérité scientifique est construit socialement. Je n'aime pas dire ça, mais pour le coup, c'est vrai, c'est une construction sociale. Il n'y a pas de vérité scientifique, il n'y a pas de consensus scientifique, ça n'existe pas. La science ne se base pas sur le consensus. C'est l'inverse total. La science avance quand il y a une rupture dans le consensus. Faut lire Karl Popper pour comprendre ça. Il y avait un autre dont j'ai oublié le nom qui parle de paradigme et tout dans la science. Bref. Non, pour répondre à ta question de manière définitive, je suis contre la technocratie, puisque de toute façon, on agit au nom de la science, de ce qui est efficace, d'une espèce de vérité universelle, et ce sont des concepts auxquels je ne crois pas. Pour moi, la politique, ce n'est pas de la science, il n'y a pas de réelle science politique, même les chercheurs les plus éminents en sciences politiques seraient prêts à l'admettre. Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de morale, il n'y a rien, il n'y a pas de science, il n'y a pas de vérité en politique, il n'y a que des intérêts, il n'y a que des confrontations. Donc, question, est-ce que tu lis des mangas? Non, au risque de te décevoir et de décevoir, je sais qu'on m'a posé beaucoup de questions là-dessus, j'ai préféré les centrer en une seule. Est-ce que tu lis des mangas? Non, je ne lis pas de mangas. À un moment, j'avais commencé par lire des mangas, j'ai dû arrêter j'ai bien aimé, en vrai, il y en a certains que... Alors, si j'arrive à les voir d'ici, il y a Dr. Stone, il y a Assassination Classroom, il y a... comment il s'appelle l'autre truc? Il y a un truc genre City Hall, et... Beyond Clouds, bref, c'est les seuls que j'arrive à lire. Je suis un peu myope là, surtout quand je suis fatigué. Il y a des titres comme ça que j'ai essayé de lire, mais j'ai dû arrêter pour une raison très simple, c'est que ça me coûtait trop d'argent. Je ne peux pas me payer le luxe non seulement au niveau de la thune, mais aussi au niveau de l'espace. Là, je les vois, ils prennent déjà trop de place par rapport à ce que j'ai, alors que j'en ai que quelques-uns. J'ai pas assez de place pour tout stocker, je n'ai pas suffisamment d'argent pour tous les acheter. Vous me rétorqueriez que je peux aller lire des scans, sauf que, quitte à lire des trucs sur un écran, autant regarder des séries. Moi, je n'aime pas lire sur un écran, à part une liseuse ou une tablette, ou alors un téléphone portable. Je n'aime pas, je sais pas, j'y arrive pas, je me déconcentre trop rapidement. J'aime pas lire des scans en plus, c'est vraiment, peut-être que ça fait vieux, mais ça a tendance à me fatiguer les yeux aussi. Genre vraiment, je me sens fatigué après, c'est très bizarre. Regarder des animés, non, je ne regarde pas d'animés puisque déjà je regarde pas de séries, enfin je regarde plus de séries depuis quelques mois. Les animés, je ne supporte pas parce que, alors à la rigueur, je serais prêt à les regarder en français, mais en VO, j'aime bien regarder des trucs en VO, c'est insupportable. Je ne supporte pas le japonais, je sais pas pourquoi. Je pense qu'il y en a beaucoup aussi, je sais sur internet qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais je ne supporte pas d'entendre du japonais dans les mangas, dans les animés, puisque c'est trop, c'est surfait, c'est surjoué. Genre, enfin, je vais pas vous faire des imitations là, je vais pas vous faire des imitations, je sais que ça peut être assez désagréable, déjà que c'est très désagréable pour moi.
c'est trop, c'est vraiment trop, c'est trop surjoué. Euh, quand c'est soit super chiant, soit ultra cliché, et quand c'est ultra cliché, j'aime pas. Et déjà, je ne regarde pas de série. Donc non, désolé. J'avais regardé à l'époque, quand j'étais au collège et que tous mes potes regardaient d'animés. Euh, il m'avait limite harcelé pour que j'en regarde certains. Je sais qu'il y a Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Je sais que c'est très bien. Je sais. Arrêtez de me le dire. Un jour, je vais essayer de regarder, je vous promets. Mais on m'avait fait regarder Sword Art Online. On m'avait fait regarder des trucs chelous qui étaient à la limite de l'inceste. Non, c'est juste non. De toute façon, dès que là, après cette expérience misérable, à chaque fois qu'il y avait un animé que je commençais à regarder avec un minimum de connotation sexuelle, j'arrêtais tout de suite. Parce que les japonais et tout ce qui est sexuel, c'est trop bizarre, beaucoup trop bizarre, trop perché. Ah, justement, si tu dis que tu as suivi Jojo, tu es un giga Chad de la mort qui tue. Alors, je pense pas qu'on puisse me qualifier de Chad, mais non, j'avais commencé à regarder Jojo. J'avais commencé à la première saison. C'est tout. Je peux pas regarder plus que ça. Je comprends rien. Jojo, je comprends rien à ce qui se passe. Vraiment, je comprends pas. Je sais que c'est des délires. Je sais qu'il y a une communauté d'admirateurs de Jojo qui sont très très fidèles, qui adorent les délires. Ils adorent quand c'est trop perché. Mais moi, je suis désolé, c'est juste je comprends pas. Je regarde, je me demande si je suis censé rire ou pleurer ou en plus il se passe trop de trucs et les personnages sont beaucoup trop flamboyants à mon goût. Je remets ta question, excuse-moi. Est-ce que tu t'intéresses aux mangas qui ont une touche de politique? Non. Donc ça répond, ce que j'ai dit précédemment répond à cette question. Si oui, est-ce que tu as lu ou regardé Code Geass ou d'autres mangas qui touchent à des affaires de politique qui t'ont éventuellement fait questionner sur des questions, pardon, sur des questions sérieuses? Non. Donc désolé, je suis désolé, je sais que cette réponse est très peu satisfaisante, mais je précise, les questions, je les ai foutues au hasard. C'est-à-dire que j'ai tout foutu dans un dossier, je les ai renommés en foutant des baffes au clavier. Du coup, et j'ai mis trier par nom. Donc c'est vraiment le hasard le plus total. Voilà, maintenant que c'est fait. Donc non, je suis désolé. Donc toute cette partie, désolé, bah non. Et si tu en as certains, tu penses que ça pourrait m'intéresser au niveau politique, n'hésite pas à me le signifier. J'avais regardé, bon c'est pas exactement politique, mais j'avais commencé à regarder un truc sur Jeanne d'Arc, et qui d'ailleurs m'a été recommandé puisque on voit des combats du Moyen-Âge bien évidemment, qui sont assez réalistes et c'était assez impressionnant de voir que un studio japonais avait fait un truc qui était, enfin, avait produit une série aussi réaliste avec des combats ultra réalistes, vraiment de ce qui se passait réellement, comment on se battait au Moyen-Âge. C'était assez cool à voir. Mais j'ai arrêté parce que, encore une fois, il y avait trop de connotations sexuelles et moi, les Japonais et tout ce qui est sexuel, je ne peux pas. Sexuel, pardon. Donc, alors, on a deux questions. Pourquoi tu disais dans une de tes anciennes FAQ qu'on avait de la chance de vivre en 2023 alors que maintenant tu dis que c'était mieux avant? Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? J'avais posé dans une vidéo de ta chaîne secondaire mais tu ne l'as visiblement pas vue. Je suis désolé, j'ai pas ouvert ma chaîne secondaire depuis je crois 2 semaines. Oui, donc pour ceux qui savent pas, j'ai une chaîne secondaire, c'est dans la description. Donc, j'avais dit qu'on avait de la chance de vivre en 2023 et maintenant je dis que c'était mieux avant. Alors, je dis pas exactement que c'est mieux avant, c'est que plus le temps passe, plus j'ai l'impression que dans certains domaines, bien évidemment, il y a des choses qui progressent. Le cas où, selon moi, on progresse beaucoup, c'est au niveau de la musique. Clairement, ceux qui disent la musique c'était mieux avant, non, c'est juste que vous choisissez de ne pas regarder ce qui se fait de bien aujourd'hui et vous écoutez la musique du supermarché, la musique qui passe à la radio et vous dites c'est ça la musique. Non, c'est pas ça la musique. La musique n'a jamais été aussi bien aujourd'hui. Au niveau de l'industrie, il y a des trucs cool et des trucs pas cool, moins cool. Il y a des trucs bien dans le sens où n'importe qui peut se lancer et se faire connaître si il est suffisamment doué, mais il y a des choses qui sont moins bien. Le fait qu'il y a moins de diversité musicale, pour le coup c'est vrai, dans le monde il y a moins de diversité musicale, mais ce n'est pas autant qu'il y ait moins de diversité musicale, c'est surtout le fait que au niveau de la diversité musicale, disons qu'il y a des choses qui sont de niche et qui vont rester de niche. C'est-à-dire que tu ne vas jamais voir certaines choses sur les radios. Mais bon, en voyant la qualité de la radio en France, je suis bien content que mes artistes préférés ne passent pas dedans parce que sinon ça ferait dénaturer certaines choses. Donc pour pas trop allonger la réponse, il y a des choses. En fait, c'est tout simple. C'est juste qu'il y a des choses qui étaient mieux, il y a des choses qui étaient pas mieux. Dans ce qui est pas mieux, je pense que c'est supérieur à ce qui est mieux. En fait, j'ai une vision assez pessimiste du monde. Je pense sérieusement que plus le temps passe, moins les choses vont bien au niveau global, peut-être au niveau sociétal, au niveau de tout ce qui est tradition, tout ce qui est au niveau valeur, tout ce qui est au niveau famille. C'est-à-dire que là, je sais que j'en parle souvent, peut-être que je vous énerve avec ça, mais je suis en train d'écrire une vidéo sous forme d'essai sur le néolibéralisme.
Et le néolibéralisme, histoire de résumer vite fait, en gros, c'est l'idéologie dans laquelle on a de nouveaux dieux. Ces dieux, c'est par exemple l'individu et la consommation. Enfin, les deux, c'est un seul, c'est l'individu. Aujourd'hui, le dieu qu'on vénère, c'est l'individu et sa consommation et son plaisir, l'individu qui consomme. Le néolibéralisme vise à nous faire passer à une société où l'idéal, c'est un individu qui ne possède rien, qui est indifférencié, mais qui a quand même suffisamment de traits caractéristiques pour être identifié à une communauté qui lui permettra de consommer, euh, et dont le seul plaisir, la seule spiritualité, c'est la consommation. Il y a une question là-dessus, je vais en parler plus tard, mais je suis quelqu'un de très spirituel. Et je pense que en Occident, c'est pas normal qu'on ait plus de dépressifs en Occident qu'ailleurs dans le monde, alors qu'en Occident, c'est là où on a le plus de, comment dire, le plus de confort matériel. Donc, pour moi, confort matériel, ça ne veut pas dire société qui va bien, au contraire. Ça ne veut pas dire société qui est suffisamment spirituellement connectée à quelque chose pour représenter sa tradition. Pour moi, un peuple qui oublie sa tradition, c'est un peuple qui est déraciné. Un peuple qui est déraciné, c'est un peuple qui est pro au néolibéralisme et on se dirige vers une dystopie. Je vais arrêter ma réponse là-dessus, sinon je vais empiéter sur mon propos sur le néolibéralisme, donc je préfère m'arrêter là. Mais voilà, en gros, il y a des choses qui sont moins bien, il y a des choses qui plus le temps passe, mieux c'est. Sauf que globalement, je constate que c'est l'inverse, c'est surtout pour l'Occident. Enfin, pardon, je constate que euh, le fait qu'il y ait des choses qui aillent mal, ça ne vaut pas le coup par rapport à ce qui est bien. Pourrais-tu faire une vidéo sur l'ère de l'acte constitutionnel et de la rébellion des patriotes de 1837 au Canada ou des personnages historiques en lien avec cette période comme Louis-Joseph Papineau? Si ça ne te tente pas, t'en penses quoi de ces périodes du Canada en résumé? Je suis désolé, je suis une, une tarte dans l'histoire du Canada. Je ne connais pas du tout. La seule fois où j'avais étudié, enfin j'avais fait des recherches là-dessus, c'était quand j'avais préparé la vidéo sur les hauts majeurs. Et c'était déjà beaucoup. Je sentais que je touchais à quelque chose qui était immense. Surtout tout ce qui est rapport Canada-Québec. Oui, là, c'est vraiment un truc déjà qui est je vais pas dire tabou, mais très controversé. C'est-à-dire qu'on en parle, mais c'est très controversé. Hein. Faut faire gaffe à qui tu parles quand tu abordes ce genre de sujet, histoire de ne pas raconter n'importe quoi à n'importe qui. Donc, je suis désolé, je ne connais pas. Honnêtement, si tu me le conseilles, ça m'intéresse beaucoup. Hein. En vrai, je suis prêt à aller vraiment me plonger là-dedans. En plus, moi, quand je me plonge dans un sujet, c'est vraiment, je suis capable de passer des heures dessus, à aller sur Wikipédia, les articles. Ensuite, je vais aller chercher des articles scientifiques là-dessus pour voir ce que les chercheurs en disent, ce que la littérature scientifique en dit. Et au niveau de l'historiographie aussi, ça me passionne. C'est vraiment, je sais que ça peut paraître bizarre, mais j'adore l'historiographie, la manière avec laquelle l'histoire dans l'université est racontée. Ça me passionne beaucoup, donc honnêtement, bah, ce que tu dis, ça donne envie. Donc, on va passer à cette question. Y a-t-il encore des partis politiques vraiment gaullistes en France de nos jours? Non, parce que le gaullisme, c'est justement une tendance qui se voulait apartisane, qui ne se voulait pas l'apanage d'un parti. Bien évidemment, on avait le parti gaulliste qui était essentiellement constitué, alors à moitié de gens qui admiraient De Gaulle et à moitié de gens qui voulaient succéder à De Gaulle. Il y a eu mai 68, du coup, cette deuxième moitié a compris que c'était mort pour elle, vraiment. Donc non, il n'y a plus de parti gaulliste. En fait, le gaullisme, c'est surtout une tentative d'outrepasser les partis, parce que De Gaulle avait compris que les partis, c'était des mafias, et à l'heure actuelle, c'est toujours le cas. Des mafias qui, les seules fois où elles s'en foutent pas de ce que le peuple pense, c'est au moment du vote, et c'est essentiellement de la communication. Donc non, je ne pense pas qu'il existe un parti politique vraiment gaulliste en France de nos jours. Alors, par héritage, bien évidemment, c'est les Républicains. C'est l'ancienne UMP, on va dire, pas par héritage direct, parce que ce serait vraiment un abus de dire ça, mais par héritage d'attitude, c'est-à-dire cette attitude d'essayer d'être un peu centriste, mais de droite quand même, parce qu'il faut qu'on l'admette, hein, le général de gauche était, si on devait le classer quelque part, ça serait à droite, mais même s'il avait quand même certaines sensibilités étatistes qui étaient de gauche, et aussi au niveau de la centralisation, il était plutôt de gauche. Donc voilà, je sais pas, hein, mais disons que non, il y en a pas, et de toute façon c'est impossible. Le gaullisme ne peut pas apparaître dans les urnes, enfin non pardon, ne peut pas apparaître dans les partis, dans l'univers partisan. C'est impossible, ça ne marcherait jamais, puisque justement, tu prends De Gaulle, De Gaulle a été la continuité de cette image d'homme providentiel. On a eu bien évidemment les deux Napoléons avant. Et avant ça, on risque de me tirer les cheveux, mais je pense que c'était les rois de France. Ils ne devaient pas incarner cette image d'homme providentiel puisqu'il l'avait déjà par naissance. Donc on a eu les deux Napoléons, on a eu Charles de Gaulle. Et
tous ces personnages, ce fameux homme providentiel, ils ont tous acquis leur légitimité de manière non démocratique. C'est-à-dire qu'ils confirmaient leur légitimité par l'onction populaire. Mais l'acquisition de cette popularité ne se faisait jamais dans les urnes, dans une première, on va dire, dans une première occurrence. Bah, tu prends les Napoléons, par exemple. Napoléon III, il a acquis sa légitimité tout simplement parce que il y avait une situation de gros désordre politique. Il est venu, il a posé ses couilles sur la table, il a dit alors, coup d'État, toi prison, toi prison, toi prison. Les Français, est-ce que vous êtes d'accord? Ouais, ok, ok. Des dizaines de millions de Français viennent de m'absoudre. C'est ce qu'il a dit. Donc il a demandé par référendum si les gens approuvaient le fait de passer à l'Empire et les gens ont voté oui. Donc voilà, il acquiert et surtout il y avait le nom de Napoléon. Donc forcément, surtout, je crois que c'était en 36 quand il y a eu une grosse époque où la popularité de Napoléon est redevenue à la mode, puisque c'était très tabou pendant plus de 20 ans. Mais voilà, il y avait ce nom, il y avait la légitimité de Napoléon, bien évidemment Napoléon Bonaparte. Est-ce que je dois vous rappeler comment Napoléon Bonaparte, le premier, a acquis sa légitimité? Non, je vais pas vous en faire l'insulte, c'est Napoléon, voilà, il y a pas à tergiverser 1000 ans. De Gaulle, c'est avec la paix du 18 juin, c'est avec le fait que il avait une grosse légitimité, mais surtout pour moi, De Gaulle, son mérite, ça a été, et c'est pour ça qu'il a propagé le mythe selon lequel toute la France a été résistante. De Gaulle a empêché la France de devenir littéralement protectorat des États-Unis. Il a bien défendu la France sur la scène internationale, c'est comme ça qu'il a acquis sa légitimité. Donc, non, il n'y a pas de parti vraiment gaulliste en France. De toute façon, je pense que parti gaulliste, c'est un oxymore. C'est deux choses qui sont à l'opposé. Et en France, le problème, selon moi, c'est qu'on fait beaucoup trop confiance aux partis. On ne voit que les partis, alors que non. Les partis profitent de la politique, ils ne la font pas réellement. Donc, on va passer, je vais peut-être prendre la dernière vidéo de cette partie FAQ. Pourrais-tu faire une vidéo sur la Révolution tranquille? Alors encore une fois, on touche à l'histoire du Canada, je suis désolé, je ne m'y connais pas assez. Encore une fois, j'en ai suffisamment parlé dans une de mes réponses précédentes. Ça m'intéresse, mais de là à faire une vidéo dessus, non. En tout cas, ce n'est pas envisageable pour l'instant. Ça serait, je sais pas, comme demander à un élève de 12 ans qui a non pardon peut-être un élève de lycée, de lui demander de rédiger une thèse en histoire. Non, c'est pas parce que tu as des cours d'histoire que tu es capable de faire une thèse. Pour moi, c'est pareil, je m'y connais vraiment de surface par rapport à l'histoire du Canada. Je ne peux pas faire de vidéo dessus. Je ne fais jamais de vidéo si je n'ai pas quelque chose à rajouter. Donc la recette d'un couscous à la fricadelle, s'il vous plaît. Alors, ça pourrait être très intéressant. Mais est-ce que, déjà qu'il y a une grosse bataille entre les Marocains et les Algériens pour savoir qui a fait le couscous en premier, si tu rajoutes de la fricadelle dedans et que du coup, ça serait une bataille entre les Néerlandais, les Flamands aussi, parce que j'ai rien compris cette histoire. D'un coup, il y a des gens qui disent que c'est flamand, il y a des gens qui disent que c'est néerlandais, je sais pas, vos trucs de germanique de seconde zone, vous les gardez pour vous, je suis désolé. Donc, t'aurais les Flamands, les Néerlandais et les Marocains et les Algériens, t'aurais une bataille rangée entre les quatre. Là, ça serait assez épique. Donc, mauvaise idée. Hein. Fais gaffe, faut faire attention dans quoi tu t'embarques quand tu poses des questions comme ça. Est-ce que tu aimerais travailler dans l'éditorialisme? Sinon, continue comme ça, merci beaucoup. La personne qui a posé cette question, je la connais. Donc, merci beaucoup à toi de poser cette question. Merci beaucoup pour l'intérêt que tu portes à la chaîne et à mon travail. Je pense que le sens de ta question, c'est l'éditorialisme. Alors déjà, j'étais allé voir si l'éditorialisme c'était pas un journal avec un nom chelou. Non, pas du tout. Alors en tout cas, je n'ai pas réussi à le trouver. L'éditorialisme, pour ceux qui ne savent pas, c'est une forme de journalisme. Juridiquement, tu es un journaliste quand tu es éditorialiste, mais surtout, ton rôle, c'est d'aller dans les plateaux télé, de faire du décryptage thématique, et 99% du temps, c'est purement politique. Hein. Par exemple, tu as un éditorialiste de BFM TV, il va décrypter un événement. Il va en parler pendant une certaine section de temps il peut s'agir d'un dialogue scripté, bien évidemment, c'est toujours scripté l'éditorialisme, un dialogue avec le présentateur du JT. Il décrypterait un événement politique, quelque chose, un discours, un truc. C'est vraiment de l'explication de la chronique pure, mais dans le sens idéologique, dans le sens, pardon, de la ligne éditoriale de la chaîne en question, de BFM TV ou de CNews, ou alors si c'est un journaliste, si c'est purement par papier, bah, il ferait ça dans Le Monde. Il décrypterait l'élection d'Emmanuel Macron du point de vue du Monde, donc de centre-gauche. Voilà. Excusez-moi, j'ai bu un café, j'ai des espèces de haut le cœur comme ça.
Alors, est-ce que je fais la FAQ jusqu'au bout? Non, je pense pas. Je pense que clairement, je plancherai là déjà 40, on va s'approcher des 40 minutes. On a cette question. Aujourd'hui, tu te rapprocherais de quel parti ou mouvance politique? Alors, ma mouvance politique, je ne l'ai jamais cachée, je suis un souverainiste. C'est-à-dire que je considère que tant que tu as un politicien, son premier objectif, ce n'est pas de rétablir la souveraineté de la France, pour moi, ça ne vaut rien. Pour moi, on ne peut pas résoudre de problème tant que la France n'a pas retrouvé sa souveraineté. Bien évidemment, le sous-texte, c'est qu'il faut sortir de l'Union européenne. Mais je pense, ça va peut-être pas plaire aux Frexiteurs, je pense qu'il y a moyen de garder sa souveraineté en restant dans l'Union européenne, mais ça va être 10 fois plus difficile de garder sa souveraineté, d'en faire preuve sans quitter l'Union européenne. C'est pour ça que je pense que l'Union européenne serait euh, quitter l'Union européenne serait un bon point de départ. Alors, si on quitte l'Union européenne, je vais au risque d'empiéter sur une prochaine réponse parce que je sais qu'il y a une autre question comme ça qui traite plus en détail du Frexit, mais voilà, ça pourrait être un départ. Ce n'est pas une solution, c'est un départ. Donc pour moi, c'est la priorité absolue. Le souverainisme aujourd'hui, alors t'en as plusieurs. T'as le souverainisme un peu centriste, un peu comme à la Pierre-Yves Rougeron. T'as le souverainisme un peu de gauche, qui est le plus gentil des souverainismes, et c'est celui de Idrissa Berkane, et un peu de Front Populaire aussi. Et à côté de ça, t'as vraiment le souverainisme de droite, où là, t'as des mecs qui vraiment, ils sont Frexit à fond, ils ne parlent quasiment que de ça. J'exagère, hein. Pour moi, c'est une bonne chose de parler que de Frexit, parce que pour moi, c'est vraiment une des priorités de sortir de l'Union Européenne. Donc là, de droite, tu trouverais Philippot, Dupont-Aignan et Asselineau. Moi, celui que je préfère, c'est Jean Lassalle. Jean Lassalle n'est pas Frexit, je ne pense pas. Il fait plus trop de trucs politiques. Je pense que sa carrière politique va bientôt s'arrêter, malheureusement. Mais Jean Lassalle, c'était masterclass. Pour moi, désolé de faire des anglicismes comme ça, je suis un peu fatigué. Mais Jean Lassalle incarnait parfaitement cette ligne entre tradition, territoire, souveraineté, combat contre la finance. C'était vraiment le combat contre la finance. C'est pas François Hollande qui l'a inventé, hein. Jean Lassalle, il a toujours dit ça. Donc ça, pour moi, ça serait plutôt Jean Lassalle, mais honnêtement, il n'y a pas de candidats qui sont vraiment crédibles. Donc je vais donner mon avis sur les potentiels candidats qui sont souverainistes. Il y a une question comme ça qui s'en rapproche. Donc, oula, on a une question. Est-ce que je me risque de répondre à cette question? Vous savez quoi? Je vais répondre à la première partie. Pourquoi penses-tu que la République et la démocratie ne sont pas compatibles? Que reproches-tu à la philosophie de Attali? Alors d'abord, la République et la démocratie ne sont pas compatibles parce que la République s'est littéralement construite en opposition à la démocratie. Alors il faut remonter à la Révolution française, je ne vais pas détailler, mais en gros, les révolutionnaires, donc ceux qui ont triomphé, les Jacobins, sont littéralement leur objectif. C'était vraiment de centraliser la France et de ne pas passer à un modèle suisse, parce que c'était ça, hein, le modèle. Si les Jacobins avaient échoué, on aurait une constitution en France qui mettrait en place un système de vote par canton et de vote par démocratie directe. Je sais que c'est assez fou, je crois que c'est une constitution, je crois que c'est la constitution de 93, si je ne me trompe pas, en tout cas qui n'a jamais été votée, qui n'a jamais été appliquée. Voilà, si tu veux un exemple, on peut prendre ça. Mais on peut aller plus dans la théorie et voire même aller dans la théorie, la praxis de la théorie qu'on voit actuellement en France, c'est-à-dire que la République se base sur le fait que on vote, donc de manière démocratique. Sauf que ce n'est pas une démocratie dans le sens où déjà tu ne votes pas directement les lois, mais surtout il faut que tu te plies au vote de la majorité. C'est-à-dire que si on parle un des principes fondamentaux en France, c'est un peu un truc de technocrate, mais je vais quand même en parler un peu, c'est le consentement à l'impôt. On part du principe que du moment où tu es français, tu consens à l'impôt. À partir du moment où tu votes, que tu jouis de tes droits civiques, que tu es un citoyen, tu consens à l'impôt. On s'en fout si toi t'es pas d'accord. Il faut que tu le payes parce que on considère que du moment que tu fais partie des gens qui ont voté, même si tu as voté contre, tu dois te plier au vote de la majorité. Le principe d'une république, c'est un peu ça. Je dis un peu parce qu'une république, c'est sans entrer dans des considérations comme la République de Platon qui vaut pas grand chose aujourd'hui en termes de praxis, mais non, la République c'est en grosse partie ça se base sur le fait que les modes d'élection sont en minorité démocratique. Je dis en minorité parce que voter pour ses représentants, c'est pas de la démocratie, hein, c'est de l'aristocratie, mais de l'aristocratie, surtout en France où tout est concentré à Paris, c'est de l'aristocratie par désignation démocratique. Je sais pas exactement comment appeler ça, mais c'est surtout pas une démocratie dans le sens où faut se reporter au gilet jaune qui a été un élément fondateur dans ma pensée. C'est une des choses qui m'a fait virer à droite d'ailleurs.
puisque je voyais que la gauche avait méprisé les gilets jaunes comme pas possible. Euh, les gens ne sont littéralement pas représentés. T'as aucun chercheur en sciences politiques aujourd'hui qui serait prêt à te dire non, en fait, ils racontent des conneries, les Français sont parfaitement représentés aujourd'hui. Non, ça fait partie des grandes réflexions des partis politiques aujourd'hui. Ils essaient de représenter le plus possible le français de base. Par exemple, t'as bien Fabien Roussel, qui, même si Fabien Roussel est très loin d'être un prolo, il s'est un peu mis en scène dans un camping avec sa salade de hareng à la tomate et à l'oignon, je sais pas quoi. Voilà, mais ils essaient de se rapprocher du français de base. Des fois, ça passe par des coups politiques comme ça. Pour moi, c'était un coup politique assez bon, même si c'était pas du tout convaincant en connaissant le palmarès de Fabien Roussel. C'était pas du tout convaincant, mais je trouve que c'était bien mené, on va dire. L'intention était là. Mais voilà. Le fait que les Français ne sont pas représentés, que le peuple ne soit pas représenté, pour moi, c'est un gros problème. Et surtout le fait que le peuple, qu'il n'y a plus de référendum. La République, alors on avait beaucoup critiqué De Gaulle pour son usage qui était considéré abusif par les plus politicards des politicards, son usage du référendum. Parce que la République, ce n'est pas ça. La République, c'est pas les gens qui choisissent, c'est les gens qui votent pour des représentants qui choisissent. Donc voilà, est-ce que j'ai besoin de détailler? Je sais pas si ma réponse est claire là-dessus. Je suis un peu fatigué en vrai. En plus, on arrive à la fin de la vidéo. Dites-moi si c'est clair. Mais voilà, en gros, pour la faire juste, république et démocratie, c'est complètement incompatible parce que une démocratie, ce n'est pas une république et il y a une grosse différence entre une démocratie et un mode d'élection démocratique ou alors un mode un système de choix de représentation démocratique. Ce n'est pas la même chose. Donc voilà, on a franchi le cap des 40 minutes. Je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. On a encore un paquet de questions dont cette question-là. Donc ne t'en fais pas, j'ai bien gardé tes deux autres questions. Je vais y répondre en début de la prochaine vidéo FAQ. On se dit à demain pour la prochaine vidéo. Je sais pas si ça va être la FAQ ou quoi, c'est un gros bordel en ce moment, c'est n'importe quoi. On se dit à demain pour la prochaine vidéo. Et entre-temps, prenez soin de vous. Et encore une fois, si vous avez encore des questions, vous considérez que c'est important, vous voulez rebondir sur ce que j'ai dit, il y a des réflexions qui vous sont venues en m'écoutant blablater pendant 40 minutes. Si vous avez une question, surtout n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire et je me ferai une joie d'y répondre. On se dit à demain pour la prochaine vidéo. Salut!